Salut à tous et bienvenue sur Wargamer TV. Alors on va reprendre la série des codex parce que c'est vrai que là il y a eu beaucoup de vidéos qui étaient sur Gathering Storm, mais en même temps c'est un de mes passages préférés, si ce n'est le passage préféré de Warhammer 40 000. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous remets la playlist. Allez, je vous retente encore une fois. Certes c'est l'Eldar, mais c'est de l'Eldar qui est vraiment au top du lore. Donc là on va parler de la Ligue Votann avec justement le nouveau codex. Donc c'est vraiment bien parce que le nouveau codex nous apporte de nouveaux éléments, et comme il y a très peu de choses sur le lore de la Ligue Votann, et bien là on va enfin avoir des choses à se mettre un peu sous la dent. Donc on va voir, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à la première itération du codex, ou alors est-ce qu'on est sur simplement des redites? Voilà, bah ça, la surprise, il va falloir regarder les vidéos. Donc on y va pour la présentation du nouveau lore 2025 de la Ligue Votann. Alors le codex commence avec une petite présentation, tout de suite pour vous mettre dans le bain. Alors on a une magnifique image que j'ai pas retrouvée malheureusement, donc je peux pas vous la mettre, mais en fait il faut imaginer des sortes de vaisseaux spatiaux assez longs qui ressemblent un peu à un marteau, mais où on aurait ou une pioche en fait, mais énorme. Et en fait on a un petit texte qui nous dit que les Kog'Naw sont les meilleurs astronautes et qu'ils sont parfaitement conscients que c'est ce qui les caractérise, à savoir que personne ne peut les égaler dans ce qui concerne les explorations spatiales. Donc on peut imaginer aussi qu'en termes de vaisseaux spatiaux, en termes aussi de maîtrise des combats dans l'espace, eh bien ce sont les meilleurs. Alors après la question qu'on va toujours se poser, c'est est-ce qu'ils sont meilleurs que les Eldar justement ? Difficile à imaginer. Meilleur que les Necrons? Bon là je pense que la réponse elle est clairement non, surtout qu'on va voir après d'où vient l'origine de la technologie des Kog'Naw, mais bon voilà, ça, je pense que ça permettra de répondre assez vite à la question. En tout cas ils s'estiment comme les meilleurs navigateurs spatiaux. Pourquoi? Parce que ce sont des mineurs, et en tant que mineurs c'est justement leur but en fait, le but de leur existence, c'est de s'accaparer en fait des ressources. Alors chose aussi intéressante, c'est que dès qu'on commence, on nous met un petit peu dans le bain, on a un petit texte d'ambiance pour nous présenter comment fonctionne la civilisation des Kog'Naw dans son ensemble. Donc tout simplement, c'est qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que ça me coûte. Et toute leur civilisation est basée uniquement sur ce rapport, cette balance entre coût et gain. Et l'idée, c'est que dans ça, en fait, le côté social ne rentre absolument pas en ligne de compte, et que les dimensions, on va dire, les autres peuples, ou alors l'écosystème, ou alors quoi que ce soit d'autre, n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'on nous donne des exemples très, très précis. Donc en fait, les Kog'Naw ont développé des compétences technologiques au-delà de ce qui est possible pour beaucoup de races, à savoir qu'ils sont capables de démanteler complètement une planète, donc c'est-à-dire de séparer les différents éléments, les différents matériaux pour pouvoir justement les réutiliser. Ils sont capables aussi de générer des anomalies. Alors moi ce que je lis, enfin quand je lis ça, le terme c'est générer des anomalies, je pense que c'est simplement pouvoir ouvrir des trous noirs peut-être. Je pense qu'on peut le comprendre comme ça. Alors après, chose plus intéressante, c'est que ils vont aussi chasser les léviathans spatiaux. Et ça c'est sympa, parce que si vous avez vu les autres vidéos que j'ai fait, il y avait une vidéo justement dans Gathering Storm, et ça tombe bien parce que c'était il y a pas longtemps, où on nous disait en fait qu'il y avait une flotte orque qui pourchassait justement un léviathan spatial. Et là ça fait plaisir parce qu'en fait ces bouquins ils datent d'il y a de combien de temps? C'est 6-9 ans peut-être, les bouquins de Gathering Storm. Donc on a vu ce passage là c'est un nouveau codex 2025 et on nous remet du léviathan spatial. Ah, je sais pas, est-ce que c'est toujours dans cet imaginaire de voilà, c'est toujours sympa, on compare les épopées spatiales aux épopées maritimes que l'humanité a pu connaître, et puis les grosses baleines, etc. qu'on chasse, et il y a ce côté un peu, vous voyez, la thématique Moby Dick en fait, est-ce que là on va avoir la même chose, ou alors est-ce que ça ouvre pour se dire, hey, à un moment donné il va vraiment se passer quelque chose avec un léviathan spatial, et peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, Battlefield Gothic sortira enfin,
fin sous un autre nom ou sous ce nom-là, et puis que peut-être il y aura des scénarios avec des créatures spatiales, des léviathans. Et puis, quatrième point, qui est encore plus étonnant, c'est qu'on me dit qu'ils sont capables de pomper l'énergie, des filons d'énergie qui sont directement dans le warp. Donc, ils peuvent récupérer l'énergie du warp. Donc ça, c'est assez incroyable. Et alors, il n'y a pas plus d'implications que ça, parce que on sait que l'Imperium, en fait, utilise le warp, mais à aucun moment il utilise l'énergie du warp, et qu'à chaque fois qu'on a cette notion de utiliser les énergies du warp, dès que je prononce ça, en fait, on peut que penser à du chaos, en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'énergie pure du warp pour créer des démons, des machines démoniaques, ce genre de choses. Et là, eux, on a l'impression que c'est beaucoup plus mécanique, et c'est-à-dire que le warp est quelque chose, et dans ce quelque chose, on peut filtrer une énergie, voilà, quel type d'énergie, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas cette notion de magique, de psychique. C'est vraiment comme si c'était, vraiment, le warp existe physiquement, même si c'est une sorte d'anathème au physique, mais pourtant, voilà, on peut pomper de l'énergie. Donc voilà, ça c'est les petites informations qu'on a là. Et ce qu'on nous dit surtout, c'est que même si ils vont pomper, par exemple, alors on a plusieurs exemples, par exemple, ils vont absolument pas hésiter à miner les fondations d'une cité ruche, quitte à ce qu'après elle s'effondre, même sans prévenir la population, peu importe, ou alors à récupérer en fait des substances rares qui sont dans l'atmosphère d'une planète, même si c'est essentiel à l'écosystème, peu importe, ces considérations-là, du coup, n'entrent pas du tout dans la balance. Donc, ils sont extrêmement égoïstes. Ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique et qui est vraiment mis tout de suite dès le début. C'est-à-dire, c'est vraiment les premiers textes qu'on va lire. Donc, pour vous mettre dans l'ambiance, donc, les ligues de Votann, les Kog'Na sont ultra égoïstes et ne pensent qu'au profit et que les profits qui les intéressent. Donc, préserver un espace donné, des planètes, une faune, une flore, on s'en fiche complètement. L'important, c'est le gain et les ressources minières. Donc c'est pour ça qu'ils ont des engins qui sont très adaptables. On nous dit que leur engin, en fait, leur technologie peut très facilement être adaptée pour faire la guerre. C'est le but, c'est-à-dire que vous avez un engin utile, un camion qui va être utile pour justement faire de l'exploration, récupérer des ressources. Et puis, si jamais, il faut faire la guerre parce que il se trouve que voilà, au lieu de simplement avoir des rochers, on a des gens avec des habitations qui sont devant les rochers. On met simplement un canon et puis on va se débarrasser de cette première couche pour aller vers l'essentiel, à savoir les ressources de l'écosystème et de la planète, et qu'ils sont tout à fait prêts à faire la guerre. Encore une fois, la seule chose qui va les influencer, c'est pas du tout les partenariats qui peuvent créer avec d'autres espèces, mais c'est vraiment le coût que ça va leur coûter. Donc c'est-à-dire que s'ils estiment que la guerre qu'ils vont mener va leur coûter plus que les ressources qu'ils vont récupérer, ils ne vont pas y aller. Par contre, on peut logiquement estimer que s'ils prennent la décision d'y aller, c'est qu'ils sont parfaitement renseignés et qu'ils sont sûrs de gagner. Donc on peut imaginer que si vous êtes Lore et si vous jouez Fluff et que si c'est vous qui êtes l'attaquant, vous devez absolument gagner. C'est comme ça que ça se passe avec la Ligue des Votann, étant donné que quand ils vont faire la guerre, ils savent pertinemment que le gain sera supérieur en fait aux pertes qu'ils vont accumuler. Donc c'est toujours une bataille rentable. Voilà, donc si vous jouez Ligue de Votann, vous attaquez, vous dites écoute, de toute façon on sait que je vais gagner, sinon je t'aurais pas attaqué. Et on est vraiment dans ce déséquilibre. Donc voilà, avoir une bataille équilibrée avec les Votann, c'est pas la logique en fait de leur faction et de leur fonctionnement. Alors quelque chose qui est assez important, c'est l'origine des Kog'Na. Alors leur origine lointaine, a priori c'est Terra. Donc ils viennent de Terra à un moment où l'Imperium n'existait pas encore, donc c'est-à-dire pas l'humanité, mais où l'Imperium tel qu'on le connaît, ou même tel qu'il était il y a 10 000 ans, n'existait pas encore. Par contre, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas révéler devant un humain, c'est-à-dire que vous n'allez jamais entendre un Kog'Na dire oui, effectivement, nous reconnaissons que Terra est le berceau de notre civilisation. La réalité aussi, c'est que ils n'en sont pas sûrs en fait. Donc ils pensent que c'est le plus probable, mais il y a une incertitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils sont partis en fait dans les étoiles pour essayer
de miner, de récupérer en fait des ressources, eh bien tout le savoir s'est perdu parce que ça fait des milliers d'années. Donc au fur et à mesure, eh bien les archives se sont perdues et ils acceptent en fait comme un fait que l'information en fait n'a pas pu être préservée aussi longtemps et que tout leur passé en fait appartient aux mythes et aux légendes. Mais ce n'est pas important pour eux parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le moment présent. C'est l'honneur aussi, ça on y reviendra vraiment beaucoup, mais c'est pas d'où ils viennent. C'est pour ça qu'ils entretiennent des relations avec l'humanité qui est très lointaine, voire plutôt belliqueuse, et en fait à aucun moment ils ont une considération pour la vie humaine, peu importe, même s'ils ont pu partager la même origine planétaire. Voilà. Ensuite, ce qui est vraiment important de noter, c'est que les Kogna maintenant, ils sont tous pour la plupart dans le noyau galactique. Alors le noyau galactique, c'est vraiment le centre de la galaxie. C'est une zone qui est extrêmement dangereuse et très peu praticable. Et uniquement les Kogna, avec leur technologie. Bon, alors évidemment dans le codex Kogna, donc on les vante un petit peu, mais moi ayant lu pas mal de bouquins sur les Nécrons, je peux vous dire que les Nécrons, ça devrait pas trop leur poser de problème non plus. Oui, ok, je joue plus Nécron que Votan, mais ça n'a rien à voir, Non, mais vraiment, quand on lit la technologie des Nécrons, et puis là qu'on nous dit que les Kogna sont un peu les seuls à pouvoir vivre dans le noyau planétaire, non, moi j'ai pas envie de... Non. Donc... Par contre, ce qui est certain, c'est que pour l'Imperium, c'est une zone qui est très dangereuse et très difficile d'accès. Et c'est ce qui explique en termes de lore, parce que c'est vrai que quand le premier codex Ligue de Votan est sorti, tout le monde s'est dit mais ils étaient où en fait les Kogna depuis longtemps? Et en fait, l'explication était que ils étaient toujours là, sauf qu'ils étaient au centre de la galaxie. Et comme c'est une zone qui n'est pas utilisée par l'Imperium parce que trop dangereuse, trop de radiation, trop d'énergie ésotérique, etc. Donc, eh bien, il y avait que les Kogna qui étaient. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils sortent un petit peu, qu'ils commencent à aller prospecter de plus en plus loin, voilà, franchement, ils rentrent en interaction avec différentes espèces et que depuis, voilà, maintenant, la galaxie extérieure a conscience en fait que voilà, les Kogna existent, etc. Maintenant, je pense que on peut imaginer que toutes les espèces qui sont à l'extérieur, du coup, qui ne vont pas à l'intérieur, imaginons, ne connaissent pas l'ampleur de la civilisation des Kogna. Et en fait, on peut imaginer qu'ils pensent que c'est simplement quelques ligues de prospecteurs miniers avec quelques vaisseaux, même s'il y en a un petit paquet, mais qu'il n'y a pas une civilisation énorme qui est au centre de la galaxie. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que pour les Kogna, eh bien, le centre galactique, le noyau, c'est vraiment l'endroit où il faut être, parce que c'est là où on a des ressources. Et ils pensent que dès qu'on s'éloigne en fait de ce noyau, eh bien, on va dans un espace vide, avec très peu d'intérêt, et même une expression qui disent que si les Kogna s'éloignent et vont dans l'espace profond, ce qui s'appelle l'espace profond, donc pour les humains en général, l'espace profond c'est en dehors même de la galaxie, alors que là pour les Kogna c'est en dehors du noyau, et bien ce sont des Kogna qui se perdent et qui perdent leur temps, surtout parce qu'il n'y a pas de rentabilité, étant donné qu'il y a vraiment peu de ressources intéressantes dans ces zones extérieures en fait de la galaxie. Alors si on revient un petit peu vers les origines, encore une fois, donc a priori les Kogna proviennent de Terra. Et en fait, ils partagent une source originaire technologique avec l'humanité. Et on va le reconnaître en fait parce qu'ils ont des armes qui ressemblent aux armes de l'Imperium. La grosse différence, c'est que eux en fait, au contraire de l'humanité, n'ont pas ce mysticisme envers les sciences et la technologie, et au contraire, eux la prennent comme un outil, tout simplement, et pour eux, c'est extrêmement important de faire évoluer cet outil, de le perfectionner, et quand l'humanité stagne, voire régresse sur ces acquisitions technologiques, eux au contraire, eh bien, les développent, les améliorent, et c'est fort logiquement que les Kogna ont des armes technologiques qui s'apparentent à celles des humains, mais qui leur sont bien supérieures, parce qu'eux ont continué le développement, ils ont gardé la maîtrise de ces outils technologiques, et quelque chose qui est vraiment au centre vraiment de l'histoire des Kogna, ce sont les Votan. Les Votan, ce sont des entités, enfin des intelligences artificielles, des noyaux ancestraux, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors ils ont plusieurs noms, mais en fait c'est vraiment ce qui les lead dans leur voyage. Dans un premier temps, en fait, on nous dit que alors
Ils ne savent pas si à l'origine les Votann se sont développés sur Terra, enfin on va regarder Terra, donc sur leur monde primordial, ou si c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de leur récit, parce qu'enfin encore une fois, ils n'ont pas de choses très précises, c'est que des histoires, en fait, des légendes, de leurs mythes. Eh bien, on nous explique que les Votann, ces intelligences artificielles, étaient là pour aider en fait les flottes d'exploration à partir très loin dans la galaxie, à s'enfoncer vers le noyau galactique et de profiter en fait des connaissances et de leur sagesse pour progresser. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une symbiose entre l'intelligence artificielle et les Kogna. Les Kogna ne sont pas soumis à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle n'est pas non plus soumise aux Kogna. C'est vraiment une symbiose où chacun accepte en fait les ressources de l'autre. Pourquoi ? Parce que le Votann, lui, il a besoin en fait d'acquérir des connaissances. Et comment il acquiert des connaissances ? C'est justement par le biais des Kogna en fait qui vont simplement étudier, filmer, transmettre des informations. Donc on peut vraiment imaginer que c'est les organes sensitifs du Votann. Et à l'inverse, en fait, les Kogna, eux, ils vont ils vont interpréter en fait les pronostics dans un premier temps ou les analyses plutôt des Votann, et ils vont s'en servir pour être guidés. Et ils vont en débattre un peu entre eux, mais la plupart du temps, ils vont suivre vraiment ces conseils qui leur sont extrêmement précieux. Et ce qu'on nous dit, c'est que alors ça, c'est quelque chose moi qui m'interpelle un petit peu. On nous dit que les flottes qui sont parties n'avaient pas toutes des Votann. Et celles qui n'avaient pas de Votann, eh bien, ont périclité. C'est-à-dire qu'elles se sont perdues, elles sont rentrées en dégénérescence, elles ont disparu. Et les seules qui ont survécu, ce sont justement celles qui avaient un Votann. Et je me pose la question, ça c'est un passage que je trouve intéressant, et je me dis mais pourquoi justement il y a un moment donné, quand on envoyait, imaginons vous envoyez des flottes d'exploration, pourquoi certaines avec un Votann et pourquoi certaines sans Votann Est-ce que c'était, je sais pas, peut-être une peur de l'intelligence artificielle, en se disant peut-être que l'intelligence artificielle est quelque chose qui peut se retrouver négatif, donc du coup on va envoyer des flottes sans, ou alors est-ce qu'il y avait quelque chose, alors on peut que être dans la spéculation, mais est-ce que c'était par exemple une ressource vraiment très rare, très compliquée à produire, et que certains pensaient que ce n'était pas nécessaire et se disaient non, j'ai pas besoin de l'intelligence artificielle, je vais regrouper mes meilleurs hommes et on va y aller quand même, et voilà. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que seuls ceux qui avaient des Votann ont réussi à s'en sortir. Alors pour parler un peu plus des Votann, ce qui est assez intéressant, c'est que ces intelligences artificielles, eh bien elles ont évolué. Alors la plupart ont évolué de façon positive, c'est-à-dire qu'elles se sont améliorées au fil du temps, mais certaines, par contre, se sont dégradées. Et en fait, là, à l'époque actuelle du 41e millénaire, on est à un moment donné où, eh bien, ça devient très difficile d'avoir des informations en provenance des Votann. C'est-à-dire que dans la civilisation des Kogna, on a les Grimnir. Les Grimnir, c'est ceux qui ont le droit d'accéder, en fait, à la connaissance des Votann. Donc, on peut très bien imaginer une grande salle avec justement alors j'ai envie de dire ordinateur, mais le Votann, et puis simplement une caste en fait de Kogna peut y accéder. Et en fait, avant, les informations que donnaient les Votann étaient très claires, très faciles à interpréter, très précises, c'était des conseils vraiment important pour la race, mais qu'au fil du temps, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué de comprendre ce que racontent les Votann, en fait. Donc, on peut vraiment avoir l'image de, n'importe quel ordinateur qui, avec le temps, eh bien, marche de moins en moins bien. Et puis, au bout d'un moment, votre PC démarre plus. Là, le système des Votann, c'est un peu la même chose. Au bout d'un moment, alors ça se compte évidemment en milliers d'années, eh bien, c'est compliqué. On a du mal à avoir des informations, et les informations en fait sont très confuses, et donc du coup il faut interpréter en fait ce que dit le Votann pour essayer d'en tirer quelque chose d'utile. Ce qui est important de noter, c'est que les Kogna justement considèrent que ce n'est pas un défaut des Votann et que les Votann ne sont pas en train de se dégrader. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est quand même assez c'est étonnant, mais en tout cas ils disent qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas en train, enfin ils n'acceptent pas l'idée qu'ils soient en train de se dégrader. C'est dommage parce que c'est quand même une civilisation très pragmatique, donc là j'avoue que c'est un petit peu étonnant, mais ils pensent plutôt que c'est eux qui ne sont pas assez bons pour décrypter les informations.
et qui n'a pas eu cette perte de compétences des Votann, mais au contraire, c'est que eux ne sont pas assez bons pour interpréter et qu'ils auraient dû évoluer un peu plus. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que les Votann donnent de moins en moins souvent des informations. Donc ça devrait mettre quand même la puce à l'oreille des Kog'Na et des Grimnir qui interviennent, de se dire qu'on a de moins en moins d'informations. Si on est capable, enfin s'ils sont capables de savoir qu'ils ont de moins en moins d'informations, ça veut dire que ils peuvent se rendre compte qu'il y a eu une évolution négative avec moins de fréquences de communication. Donc ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Par contre, chose très étonnante, c'est que il peut y avoir en fait des nouveaux Votann qui naissent en fait. Alors naissent, je voulais pas enlever le mot naissent, mais je vois pas trop comment le décrire autrement. En fait, ce qui se passe, c'est que les Votann sont dans un endroit assez précis et qu'en fait, ces chambres sont reliées à d'autres chambres qu'on appelle les oratoires. Voilà, les oratoires. Et les oratoires, en fait, ce sont des nœuds de communication. Donc, on peut vraiment imaginer que les Votann, voilà, sont sur une base. Et puis après, vous voyez différents fils de communication qui vont vers des oratoires, et dans ces oratoires, on peut vraiment imaginer l'idée que vous avez un serveur, et puis après vous avez des endroits où vous avez un poste qui est relié à ce serveur, le Votann, et les Grimnir de différentes factions, de différentes ligues, vont venir et pas être directement en face du Votann, mais vont être avec leur oratoire et puis essayer d'interpréter les choses. Ce qu'on nous dit, c'est que de temps en temps, un peu, alors on imagine vraiment ça comme un réseau synaptique, des fois, eh bien, il y a un nœud qui devient un Votann. C'est-à-dire que le nœud de données, on ne sait pas pourquoi, les Kog'Na ne savent pas non plus pourquoi, eh bien, acquiert une conscience et s'éveille. Et donc, c'est bien sûr c'est la plus belle chose qui peut arriver au sein d'une ligue au sein de la Ligue des Kog'Na, c'est parce que ils ont un nouveau guide en fait et un nouveau réceptacle en fait pour leur mémoire, pour ce qu'ils vont transmettre. Donc c'est vraiment une fête pour eux, et puis ça leur donne plus de compétences. Et alors ces nouveaux Votann, par contre, il n'y a pas l'information de savoir est-ce que vite ils périclitent, ou alors est-ce qu'au contraire ils sont extrêmement plus efficaces que les anciens Votann qui sont là depuis longtemps. J'aurais bien aimé avoir l'information. Peut-être que dans le roman qui est sorti, on a cette information-là. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Mais là, on n'a pas du tout de cette information-là. Donc, on a juste l'information que certains périclitent et se dégradent, alors que certains naissent, même encore maintenant, au 40e millénaire. Alors, bien sûr, c'est extrêmement rare, et comme on est dans un monde plutôt négatif, Warhammer 40 000, c'est pas la fête, donc il y a plus de Votann qui se dégradent que de Votann qui prennent conscience d'eux-mêmes et qui naissent. Allez, un petit passage qui est marrant, ça s'appelle la guerre des oratoires, c'est un tout petit texte, un petit peu d'ambiance. On nous dit que la cognation du golfe Jarvik a repoussé les Iron Warriors de sa tenance. Donc sa tenance, c'est l'endroit en fait, là où ils sont en fait. Et les Grimnir survivants détectèrent des lueurs de protoconscience dans un de leurs oratoires. D'autres connaissant la suprématie de Gren félicitèrent chaleureusement la cognation du golfe de Jarvik, tandis que cette intelligence devient cohérente. Et en fait, c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que on a dans un oratoire la création d'un Votann. Et on nous dit que bizarrement, elle a été beaucoup plus claire, et les informations qu'elle a données, les conseils, étaient directement utilisables immédiatement. Et par contre, ça contredisait un peu les données des Votann de la suprématie Grend, et que ces deux entités sont venues à s'affronter parce que les oratoires n'étaient pas d'accord. Donc, c'est-à-dire que le nouveau Votann qui avait été créé était en contradiction avec justement le plus ancien de la Ligue de Grend. Après, les Iron Warriors. Les Iron Warriors, est-ce que c'est pas ceux justement qui ont le plus d'attrait avec la technologie ? C'est intéressant parce que si on imagine un petit peu plus loin les choses, on peut se représenter, étant donné que le codex est écrit du point de vue en fait des Kog'Na, on peut imaginer qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau
un nouveau Votann qui apparaît, eh bien peut-être que c'est une manipulation externe et que peut-être que ce sont les Iron Warriors qui créent en fait ces nœuds de conscience, et que ces nœuds de conscience ne sont pas des Votann, ne sont pas des intelligences artificielles, mais sont plutôt des sortes de... Enfin, je vais dire intelligence abominable, mais ça c'est le terme de l'Imperium, mais plutôt des intelligences démoniaques, mais qui seraient l'esprit dans la machine, le Ghost in the Shell négatif, chaotique, et qui se ferait passer pour un Votann, et qui comme ça pourrait guider les ligues de Votann vers, les Kog'Na qui les écoutent, vers autre chose que leur bienfait, et leur faire dire que oui, voilà, si vous allez miner ici, regardez, ça va être vachement bien, vous allez, allez-y, si. Et en fait, ça va peut-être fragiliser, je sais pas, on peut très bien imaginer, alors maintenant, on a pu cette chose-là, mais en fait, à l'époque de Cadia, justement, avec les pylônes Necron qui empêchaient la cicatrice maledictum d'apparaître, eh bien, on peut très bien imaginer que les Votann contaminés démoniaques disent, là, il faut aller miner à cet endroit-là, c'est vachement intéressant, et qu'en allant miner, eh bien, ils détruisent en fait la structure de la planète et puis les fondations des pylônes, et que les pylônes s'effondrent et que ça fragilise justement les défenses de l'univers physique face au warp, et que ça favorise le chaos. Voilà, donc après on peut l'interpréter comme on veut, mais en tout cas, si ce passage est là, il y a une bonne raison. Bon, maintenant qu'on a beaucoup parlé des Votann, donc la Ligue de Votann, c'est justement les ligues qui défendent les ordinateurs, les intelligences artificielles, et bien les Kog'Na eux-mêmes, et bien le peuple Kog'Na est constitué de deux entités encore. C'est-à-dire qu'on a les entités biologiques, donc les Kog'Na, qui sont créés tous dans ce qu'on appelle le creuset. Le creuset, enfin il n'y a pas, du coup, alors on va aller très vite, mais c'est qu'il n'y a pas de reproduction sexuée entre les Kog'Na, même s'il y a des mâles et des femelles, il n'y a pas de reproduction sexuée parce que la reproduction est... alors du coup, est-ce qu'on peut appeler ça une reproduction? Non, parce que étant donné que la reproduction, dans son nom même, ça porte le sens que des gènes se dupliquent et se reproduisent dans l'enfant. Là, en fait, c'est une création des Votann, c'est-à-dire que les Votann, donc l'intelligence artificielle, va créer des clones TRAM. Alors une clone TRAM, c'est tout simplement en fait une souche génétique. Donc c'est-à-dire que on peut imaginer que le Votann a une banque génétique énorme, et il va dire tiens, là je vais prendre un petit peu comme si vous êtes au restaurant et vous dites bah tiens, là je vais prendre une chorizo, ou là je vais prendre des tagliatelles, ouais je suis très italien dans mes repas, ou alors je sais pas, une raclette, et en fait vous avez votre menu, et à chaque fois il y a un choix qui est fait, mais ce choix forcément va donner à un individu qui ne va pas forcément être unique. Alors après on peut imaginer qu'il y a tellement de combinaisons qu'on va forcément se retrouver peut-être, on va jamais se retrouver avec deux Kog'Na qui sont identiques, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que rien n'est laissé au hasard, contrairement à la reproduction sexuée qui se fait par... On imagine le hasard des gamètes. Là, c'est vraiment un choix. Donc, voilà, on va créer des individus avec telle caractéristique, avec tel bonus. Alors, évidemment, pas de malus, mais toujours que des choix qui sont conscients, faits par le Votann. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça leur permet d'avoir énormément de capacités. Déjà, physiquement, ils sont bien plus forts et plus résistants que les humains. Comme évidemment leur environnement c'est plutôt le spatial, et bien leur corps va résister aux rayonnements cosmiques, ils vont être capables de résister sur de courts instants à de très fortes températures, on peut imaginer aussi bien positives que négatives, ils vont avoir une présence aussi, alors ça par contre c'est commun à tous les Kog'Na, c'est qu'ils ont une présence dans le warp qui est bien inférieure à celle des humains. Donc on peut déjà voir qu'il n'y a pas d'ignorance par rapport au chaos, mais on peut fortement imaginer qu'il n'y a pas encore, bon, pas notre connaissance, des Kog'Na du chaos. Alors peut-être que quelque part, et je pense que quelque part dans un bouquin, il y a une référence à ça, mais là en tout cas pour l'instant, si on n'a pas, en fait je pense que ça répond à la question qu'on pourrait se poser de, oui mais alors attends, s'il y a des humains du chaos, pourquoi il n'y a pas des Kog'Na du chaos si en plus ils viennent du même endroit, etc. Et en fait on a cette ligne-là, en fait on a cette protection, les Votann créent des individus qui sont naturellement très faibles,
qui ont une présence dans le warp assez faible, donc qui intéressent un peu moins et qui, on peut l'imaginer encore plus loin, au-delà de la présence, dégagent moins d'émotions qui vont pouvoir être captées et utilisées par le warp. Voilà, donc il y a cette première chose. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que forcément, étant donné qu'on va implanter en fait des gènes spécifiques, il y a beaucoup de mutations au sein des cognas. Mais c'est quelque chose qui est au contraire, c'est vraiment l'image inverse de l'humanité. Dès qu'il y a une mutation, tuer le mutant, enfin vous voyez, l'Imperium, c'est il faut tuer le mutant. Là au contraire, chez les cognas, c'est au contraire quelque chose qu'il faut mettre en avant, ces mutations. Donc on nous dit par exemple des yeux un petit peu différents pour voir dans différentes longueurs du spectre visuel, des plaques sur la peau, on peut imaginer pour résister plus aux radiations, enfin tout genre de choses. C'est quelque chose qui n'est pas caché et qui n'est pas honteux, mais au contraire c'est une favorisation, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant cette particularité physique en disant regarde, moi j'ai cette capacité-là, ça veut dire que je suis encore plus utile à la Ligue et à notre race parce que j'ai cette compétence qui a été développée spécifiquement. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Et à côté de ça, je vous dis qu'il y avait deux parties sur les cognas. Il y a aussi les frères de fer, donc les cognas de fer qui font partie intégrante de la civilisation et de la société des cognas. Et ce sont tout simplement des intelligences artificielles, alors pas aussi grandes qu'un Votan, mais vraiment une création mécanique avec une UC, donc une unité cérébrale. Donc elle a la capacité de penser par elle-même, elle a la capacité d'apprendre, ça c'est très important. Et on nous dit, alors un passage, je comprends ce que veut dire l'auteur, mais je pense que c'est quand même mal tourné. On nous dit que ils sont tous uniques. Donc c'est-à-dire que c'est pas une création en série, typiquement quand vous voyez des machines, quand on pense à une création de machine, typiquement chez les Nécrons, c'est le même corps qui est fait en série, tac 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 tac, toujours le même corps. Là en fait, c'est une création qui est unique, tout comme les cognas biologiques, c'est-à-dire qu'on a les cognas de fer qui sont créés vraiment en prenant telle ou telle particularité. La seule différence, c'est qu'ils sont mécaniques au lieu d'être biologiques, mais on a aussi choisi les cognas de fer pour certains critères, en mettant en avant certains atouts, etc. Par contre, on nous dit malgré tout, alors voici la petite partie que je trouve un petit peu moyenne, c'est qu'on nous dit ils sont tellement uniques que quand il y a un problème, on ne va pas remplacer leurs composants, mais on va les réparer. Et si vous avez déjà fait de la mécanique ou un truc comme ça, la pièce est cassée, on la remplace en fait. Réparer, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, c'est pour dire que vous voyez, il y a un respect en fait pour cette unité cérébrale, pour ces cognas de fer, et que ce ne sont pas des pièces remplaçables, mais au contraire, on va les soigner et on va s'occuper d'eux, à tel point même qu'on nous explique que l'unité cérébrale qui est dans une sorte de microprocesseur, est préservée avec des champs de force extrêmement puissants pour qu'on puisse la retrouver sur le champ de bataille ou s'il y a eu un accident, et qu'elle est quasiment indestructible parce qu'elle est vraiment protégée par le summum de la technologie pour justement qu'on puisse récupérer cette UC et qu'on puisse l'intégrer de nouveau. Alors après, le but peut-être n'est pas simplement, si on lit un petit peu entre les lignes et qu'on va un peu plus loin, n'est peut-être pas juste simplement de préserver cet individu et de lui reconstruire un corps, mais peut-être de préserver ses connaissances et de les intégrer au Votan. Et ça, c'est extrêmement important parce que le Votan, comme je vous ai dit, il a besoin de ces excroissances extérieures que sont les cognas pour ressentir les choses, pour avoir de nouvelles informations cognitives. Et on peut imaginer aussi que les cognas de fer donnent des informations qui sont encore plus riches et intéressantes et nombreuses que celles des cognas biologiques. Donc c'est pour ça que les Votans veulent absolument récupérer leur unité cérébrale. Dernière chose encore, c'est que, encore une fois, au sein de la civilisation des cognas, il n'y a vraiment aucune distinction. C'est-à-dire, on ne considère pas que les cognas de fer sont des esclaves ou des machines, mais ils font partie vraiment de la civilisation au même titre que n'importe quel individu, parce qu'ils ont été créés dans le creuset, ils ont été créés par le Votan et qu'ils ont un but tout comme les créations biologiques. Donc il y a cette équité qui est vraiment assez intéressante parce qu'il n'y a pas de relation de pouvoir et de supériorité.
Seule petite différence, c'est que comme il n'y a pas de sentiments qui sont... Enfin, ce n'est qu'une émulation des sentiments, étant donné que ça reste du mécanique, eh bien, ils vont être dénués d'ambition. Et c'est extrêmement rare, même ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare qu'un cognat de fer va faire preuve d'ambition, va avoir envie bien, d'acquérir du pouvoir. Par contre, dernière chose à noter aussi, qui est assez intéressante, c'est que quand le Votann va créer le cognat de fer, il va lui donner des capacités spécifiques. Donc, sous-entendu, plus apte à quelque chose, plus apte à, par exemple, générer, je sais pas, de la nourriture ou genre faire un cuisinier, vous voyez, pour caricaturer. Mais ce qui est important, c'est que le cognat de fer n'est pas prisonnier de cet état. Et comme il a la capacité d'apprendre, eh bien, s'il se trouve que ses compétences, il juge qu'elles vont être plus utiles dans un autre domaine, eh bien, il est totalement libre de changer de travail ou d'affectation. Et l'important pour lui, c'est simplement d'aider encore plus la communauté. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez riche. Et puis, c'est quelque chose qui est assez positif, en fait, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que entre toutes les façons dont on a de parler de l'intelligence artificielle dans les différentes factions de Warhammer 40 000, même si on prend les taux qui sont censés être... les gentils qui utilisent de l'IA pour le bien, en fait, leur IA n'a pas vraiment de libre arbitre, ou en tout cas ne peut pas choisir, ne peut pas auto-déterminer sa vie. Alors que chez les Cogna, non, c'est vraiment un membre de la société, au même titre que n'importe quel autre, et c'est juste la différence. T'es biologique, t'es mécanique, mais... c'est tout, ça s'arrête là. Après, voilà, on a les mêmes droits, on va faire exactement on va apporter les mêmes choses en fait, mais de façon différente. Donc ça, faut le souligner parce que c'est quand même assez sympa. Alors maintenant qu'on a pas mal parlé des Votann d'un côté et des Cogna, on va parler des guildes. Alors les guildes, c'est exactement ce que vous pouvez imaginer, c'est exactement ce qu'on entend par le mot guilde. C'est des rassemblements de Cogna qui partagent le même métier dans un espace donné. Ça, c'est important. Il n'y a pas une seule guilde pour les mineurs, par exemple, mais il y a plusieurs guildes en fonction de l'endroit, de la zone géographique dans laquelle ils sont. L'importance de ces guildes est extrêmement importante, voilà. L'importante, c'est que c'est important. C'est important que ce soit important. Parce que, de façon importante, eh bien, ce sont les guildes qui vont définir les standards de qualité et les standards de communication, les standards, on peut imaginer, pour les containers, et c'est extrêmement important pour bien huiler toute la civilisation et toutes les ligues de Votann ensemble. Parce que, forcément, comme elles sont issues de différentes souches, on va dire, avec différents Votann, eh bien, comme elles doivent faire du commerce ensemble pour justement que tout soit profitable, eh bien, il faut que tout soit compatible. Et il faudrait pas qu'ils aient des versions différentes de Windows, par exemple, tu voyez. Enfin, bon, on imagine ça. Et en fait, le but aussi des guildes, c'est de transcender les intérêts, on va dire, individuelle d'une ligue ou d'une cognation. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la priorité soit pour l'espèce globale et qu'on ne mette pas en avant les intérêts personnels. C'est-à-dire que si une ligue en particulier va avoir un intérêt par rapport à une autre, peut-être qu'elle voudrait donner, je sais pas, enfin, vous voyez, s'ils sont les seuls à produire des bouchons de ce type-là, peut-être qu'ils veulent que toutes les bouteilles aient cette forme-là, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire les bouchons de ce type-là. Et en fait, le but des guildes, c'est vraiment de transcender ça et afin que justement, il n'y ait pas des choix qui soient faits pour les intérêts primordiaux d'une ligue en particulier par rapport à une autre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très bon. Il y a beaucoup de positifs dans les ligues de Votann, c'est cool. Et par contre, on nous dit que ce qui va arriver malgré tout, c'est que des très petites guildes qui sont très peu représentées vont avoir très peu d'influence quand il y a des choix à faire parce que malgré tout, elles restent peu nombreuses, donc moins de pouvoir. Donc même si dans l'idéal, les guildes sont là pour établir des choses et que ça doit transcender en fait les ligues, ce n'est pas forcément le cas. Dernière chose, c'est que l'adhésion en fait à une guilde n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'un Cogna va faire cette démarche de façon volontaire d'appartenir à une guilde et du coup de respecter bien sûr les contraintes de cette guilde, le cadre de qualité. On peut imaginer que comme ça il a la norme ISO 9220. Par contre, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il doit payer une taxe. À partir du moment où vous faites partie d'une guilde, vous payez une taxe à cette guilde.
guildes. Donc, il y a certains Kogna qui sont tentés d'être en autonomie, c'est-à-dire de faire leur métier en dehors des guildes. Alors bien sûr, ils sont mal vus par les guildes, parce que cette autonomie est justement négative. Donc voilà, il y a des petits conflits en fait qui peuvent survenir entre des individus isolés et puis justement les guildes qui sont là pour régencer en fait une activité. Voilà. Donc c'est très cohérent et puis assez intéressant pour cette civilisation. Alors, on va parler des ligues. Donc les ligues, c'est des assemblages de cognations. Les cognations, c'est des groupements spécifiques, des petites flottes qui s'allient ensemble pour former un gouvernement, on peut dire, ou une structure qui va être la Ligue. Donc la plus grande ligue, c'est la Ligue majeure turienne. Alors on nous dit qu'elle est constituée de plus de 200 cognations, et c'est elle qui va posséder vraisemblablement, parce qu'après c'est assez dur de vérifier les choses, la plus grande force, que ce soit combattante, minière, et donc influence. Donc au sein de cette ligue, on a différentes guildes, bien sûr, qui peuvent agir. Ce qui va caractériser en fait cette ligue, c'est vraiment sa taille, c'est-à-dire que c'est la plus grande, la plus puissante, elle va pas avoir de particularité au-delà de ça. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est elle qui est la plus apte en fait à commercer avec l'Imperium, parce que elle va justement être confrontée le plus souvent aux impériaux, et que voilà, elle va essayer de tirer profit de ces interactions. Et comment on tire profit de ces interactions? C'est justement par le mercenariat en fait, c'est-à-dire qu'ils vont s'accaparer des ressources en échange de force, et si l'échange et la balance est bonne, ils vont aider justement l'humanité et l'impérium dans ces entreprises, du moment que c'est bien payé. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que depuis l'ouverture de la cicatrice Maledictum, ils font face à une recrudescence des attaques des forces du chaos, et que certains mondes justement qui sont le plus à l'extérieur sont attaqués, et que les Kogna en fait ont perdu ces mondes-là. Alors une chose qui est importante à noter, c'est que il n'y a pas de valeur morale accordée à un monde donné. C'est-à-dire que une planète, par exemple, ce n'est pas il faut la défendre jusqu'au dernier parce que c'est notre monde. Ça, c'est pas quelque chose qui rentre en considération, c'est juste un endroit physique. Ce qui compte, c'est les ressources. C'est-à-dire que ce qu'il faut surtout pas faire, c'est une victoire à la Pyrrhus. Peu importe de gagner si ça nous a coûté toutes nos forces. Au contraire, il vaut mieux reculer. Si les forces du chaos, elles veulent absolument ce caillou et que on n'a pas la capacité de défendre, ou que ça va nous coûter trop cher, c'est ça qui est important aussi, c'est que ça va pas être rentable de le défendre, parce que peut-être que ça va coûter plus que ce qui nous reste à exploiter sur cet espace donné. Eh bien, tout simplement, voilà, on recule, on abandonne cette base-là parce qu'il y a plus à perdre à la défendre, et puis c'est comme ça qu'on va reculer et puis laisser les choses se faire. Malgré tout, eh bien, comme le but c'est pas de disparaître et de se faire manger par toutes les forces du chaos, eh bien, alors qu'elles sont en train de se battre sur un côté de la galaxie, eh bien, de l'autre côté, elles ont envoyé des flottes énormes. On nous dit que c'est les plus grandes flottes depuis justement la ruée vers l'espace qu'on n'ait jamais vue, pour coloniser d'autres planètes, pour préparer justement l'arrivée des Kogna qui sont en train d'être dépossédés par les forces du chaos. Donc bien entendu, eh bien ça se fait aussi avec l'Imperium. Alors là, par contre, on n'est pas du tout dans la même relation, parce que ce qu'ils vont, c'est tout simplement attaquer ces zones-là. Donc les réactions, on nous dit, de l'Imperium est toujours la même. Donc il y a du mysticisme, une ferveur à défendre justement les mondes qui appartiennent à l'humanité, quitte à décéder, quitte à disparaître, mais tant pis, si l'humanité est suffisamment stupide pour sacrifier toutes ses ressources pour défendre un caillou, eh bien qu'ils le fassent, au contraire, tant pis pour eux, et tant mieux pour les ligues de Votann. Et que voilà, on a justement cette avancée en fait des forces, et que cette ligue turienne, qui est très grande, d'un côté s'allie à l'humanité pour s'opposer aux forces du chaos, et puis de l'autre, alors on peut imaginer que bien sûr les communications sont compliquées, et que les mondes de l'Imperium, surtout maintenant à l'époque de la cicatrice Maledictum, ne peuvent pas bien communiquer entre eux, donc ils peuvent pas dire ah là vous êtes alliés à la ligue turienne, mais de l'autre côté ils sont en train de nous attaquer. Donc voilà, donc il y a cette ambivalence, cette dualité, et puis voilà, c'est tout. Donc c'est
vraiment, je pense, la ligue vanilla, c'est-à-dire celle qui représente le plus le trait global, caractéristique des Cogna, mais en ayant le moins de particularités. Alors maintenant, on va parler de l'hégémonie de Cronus. Alors l'hégémonie de Cronus, elle est issue en fait de la cognation de Corinne, qui avait en son sein en fait un oratoire. Et cet oratoire a pris conscience et de fait, eh bien, elle est sortie de la ligue dans laquelle elle était et elle a créé sa propre ligue. Alors bien sûr, c'est autour de cette création du Wotan, de cette prise de conscience du Wotan, que s'est forgé le caractère de l'hégémonie. Et en fait, ce qui la caractérise, c'est son côté belliciste. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que le Wotan a pris conscience en fait de lui-même, il a demandé énormément de ressources, aussi bien pour se protéger de façon assez étonnante, parce que le but c'est plutôt d'acquérir des connaissances, etc. Mais il y avait vraiment ce besoin impératif de survie où il a demandé qu'on forme beaucoup plus de forces militaires, qu'on renforce en fait les constructions, les défenses, l'armement, qu'on fasse plus de recherches, etc. Et il y a eu un côté vraiment très conquête, c'est-à-dire qu'il faut acquérir de nouveaux territoires pour justement s'étendre, se répandre. Donc il y a vraiment cette volonté expansionniste qui est beaucoup plus marquée que sur les autres ligues qui sont plus établies. Donc ça a séduit d'autres cognations, des cognations qui ont choisi d'aller vers cette valeur un peu fraîche, parce que ça ne fait que 1000 ans que cette hégémonie existe. Ils ont été attirés par le sang neuf et puis cette volonté d'être un peu moins sur les acquis, mais d'essayer vraiment d'acquérir plus de ressources. Alors, le fait est que, contrairement à d'autres ligues, l'hégémonie de Cronus, elle demande des tribus en fait qui sont assez importants, et avant de pouvoir avoir le droit de faire partie de l'hégémonie, il faut remplir certains critères. Et dans les tribus qu'on va demander, c'est des conquêtes, c'est-à-dire que tous les cycles, alors je sais pas comment ça fait un cycle, mais on peut imaginer toutes les années, peu importe, toutes ces unités temporelles, il faut absolument fournir de nouveaux territoires. Et si il n'y a pas ces nouveaux territoires qui sont fournis, ces quotas, puis on peut imaginer que plus le temps passe, plus les quotas augmentent, mais si ces quotas ne sont pas remplis, tout simplement la cognation va être sortie de l'hégémonie, et bien sûr on imagine que c'est quelque chose de plutôt négatif, parce que quand vous êtes au sein de cette hégémonie, justement vous pouvez bénéficier de toutes les ressources en fait, et on nous dit que même si, alors en fait dans un premier temps on nous dit que c'est assez embêtant pour certaines cognations, parce que l'hégémonie étant très belliqueuse, elle va peut-être prendre en fait des territoires qui étaient peut-être en vue de d'autres ligues, mais là eux vont être très gourmands, très voraces, donc aller beaucoup plus vite sur ces zones-là, alors que du coup une autre ligue par exemple avait prévu de conquérir ces territoires. Mais par contre, le gros avantage, c'est que comme la plupart des cognas qui sont créés sont faits pour la guerre, les hostes militaires sont beaucoup plus efficaces, et il y a énormément de ligues qui sont très contentes de voir arriver les forces de l'hégémonie, alors moyennant bien sûr un petit échange de territoire ou de ressources, et de voir que l'hégémonie arrive et stoppe net les invasions du chaos, des WAG. On peut imaginer des incursions tyrannides ou des croisades de l'impérium, et c'est très notable que dès qu'ils arrivent, ils stoppent net l'avancée de l'ennemi, et voilà, donc c'est pour ça que les autres ligues respectent l'hégémonie de Cronus. Et puis surtout, encore une fois, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de notion sociale entre le bien, le mal. Donc, il conquiert des territoires, c'est le mal, alors qu'on aurait dû les avoir, c'est pas juste. En fait, il n'y a pas du tout cette notion-là au sein de l'espèce des Cogna. Au contraire, c'est l'acquisition, c'est le fort qui gagne, c'est normal en fait. C'est dans leur nature. C'est dans leur nature, voilà. Donc après, là, on nous dit que c'est une nation qui a souvent tendance à avoir des rancunes. Alors on nous parle des rancunes, donc les rancunes on peut bien l'imaginer, c'est des nains de l'espace, d'accord, donc on a le cliché des rancunes, et qu'eux sont plus enclins à justement déclencher essayer de purger des rancunes, pas forcément parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'il y a des quotas à respecter, voilà. Mais donc si vous voulez, la force la plus agressive, c'est l'hégémonie de Cronus. Maintenant, l'alliance
hyperienne. Alors première chose qui les caractéristique beaucoup, c'est qu'ils possèdent 3 votanes. Et ces alliances de 3 votanes, c'est pour ça qu'on appelle l'alliance transhyperienne, eh bien elle est très avide de nouvelles ressources, de nouvelles explorations. Et c'est pour ça que c'est la ligue qui va le plus se répandre à travers la galaxie. Donc c'est celle qui a le plus d'avancées à l'extérieur en fait du noyau. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que du coup de fait que c'est une ligue très expansionniste, eh bien les votanes sont sur des vaisseaux extrêmement bien protégés avec beaucoup de vaisseaux tout autour. L'importance de cette ligue-là, c'est de créer le plus de vaisseaux possible pour avoir la flotte la plus grande, pour justement partir à la recherche de nouvelles ressources, de nouvelles connaissances. Alors, il n'y a pas que l'acquisition, c'est important de noter, c'est qu'il n'y a pas que l'acquisition de ressources, mais vraiment aussi celle de connaissances, et que c'est sans doute la ligue qui est le plus portée sur l'exploration, pour alimenter justement ces votanes. Une chose qu'on nous dit, c'est que c'est sans doute la ligue qui est la plus proche d'une sorte de ferveur religieuse, parce qu'il peut arriver que les Kog'Na offrent des offrandes justement offrent des offrandes, ouais je sais, désolé, offrent des offrandes offrandisées aux votanes, et ce qui se passe c'est que c'est quelque chose qui est assez mal vu en général dans la civilisation Kog'Na. Pourquoi ? Parce que ce sont des ressources qui sont perdues, et eux en fait considèrent qu'au contraire il y a un gain véritable parce que ça coûte très peu d'avoir cette ferveur religieuse, et que ça peut vraiment apporter beaucoup, et qu'ils estiment que justement leur votane fonctionne mieux. Malgré tout, ce qu'on observe, c'est que dernièrement, eh bien, les votanes leur donnent des consignes d'exploration qui sont de plus en plus dangereuses, et au fur et à mesure qu'ils s'avancent en dehors du noyau, eh bien, il y a des dangers qui peuvent être vraiment mettre en péril toute l'avancée, toutes les flottes de Kog'Na, et du coup, il se pose des questions. Et en fait, malgré le fait qu'il se pose des questions, il reste encore une fois persuadé que les votanes ont un plan, et que même si eux n'arrivent pas à court terme à comprendre pourquoi leurs votanes leur demandent d'aller dans cet endroit qui est une zone de conflit, qui leur coûte très cher en ressources, où ils ont perdu énormément de vaisseaux, eh bien, ils estiment qu'il faut suivre en fait la voie des ancêtres, parce que à long terme, eh bien, il y a un plan, et que ce plan sera plus bénéfique que tout ce qu'ils sacrifient dans l'avancée. Voilà, donc c'est assez intéressant toujours cette vision des choses, mais ce non-pragmatisme à l'envers des votanes, à l'encontre des votanes, pardon, c'est quelque chose que je trouve vraiment saisissant. Tu te dis mais pourquoi eux qui sont très pragmatiques, qui peuvent dire bah non, on va pas aller sauver nos frères parce que bah voilà, ça coûterait trop cher, donc tant pis, paix à leur âme, non, on va pas sauver cette forteresse parce que ça va nous coûter trop cher, etc. Ils sont prêts à suivre aveuglément, en fait, là c'est une certaine forme d'aveuglement, les votanes, voilà, et qu'il n'y a pas plus de ligues, voilà, justement, qui remettent en cause justement ces votanes qui se dégradent. Une ligue qui est assez intéressante, c'est la législature d'Uranie-Surtre, et qu'on appelle l'URSS, L-U-R-S. Alors, aussi bien les couleurs que le logo, si on veut se rappeler un peu l'URSS, je pense qu'on est dans ce cliché-là. En tout cas, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais il y a quand même des signes assez importants que, voilà, si vous voulez jouer une thématique un petit peu, l'URSS, vous avez la législature d'Uranie-Surtre. Alors eux sont assez particuliers parce que c'est une des seules, enfin c'est la seule en fait ligue qui va rester attachée à un endroit donné. Et en fait c'est quelque chose qui étonne vraiment beaucoup les autres cognations, et les autres ligues se demandent mais pourquoi ils sacrifient autant de ressources pour défendre en fait leur territoire. Alors leur territoire il est bordé par beaucoup d'agresseurs, donc au sud, alors moi ça fait toujours marrer quand on dit le sud pour la galaxie, mais bon admettons, au sud de la galaxie, eh bien, il va y avoir une force Nécron, donc les forces de Samok, qui sont bien décidées en fait à détruire toute la présence en fait des Kog'Na. Surtout que les Kog'Na, eux, sont en train de miner gentiment les sarcophages des Nécrons, les ressources des Nécrons. Donc forcément, c'est un petit peu belliqueux entre eux. Mais bon, voilà. Après, les Kog'Na, les Kog'Na pour eux, ils pensent que si ils sont capables de s'approprier ces ressources-là, eh bien voilà, le jeu en vaut la chandelle. Maintenant,
s'opposer aux Nécrons. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'en termes de technologie, les Nécrons pour moi sont supérieurs aux ligues de Votann. Donc à voir après en termes... à voir, mais bon, voilà, dans mon imaginaire, en tout cas, dans ce que j'imaginais être les choses, la technologie est supérieure. Alors il y a certes pas que la technologie, mais ce qui se passe et qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on nous dit que, et c'est la première fois qu'on en parle aussi, mais c'est qu'à l'image des autres Votann des différentes ligues, eh bien, les Votann autorisent de moins en moins de génération de nouveaux Kog'Na. Vous vous rappelez, ce sont les Votann qui décident quand ils vont créer justement un nouveau Kog'Na. Il n'y a pas de reproduction sexuée, donc ce n'est pas les Kog'Na eux-mêmes qui décident de faire un enfant et puis de l'élever. Ils sont élevés dans des cuves, des cuves de clonage. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais dans toutes les civilisations, enfin dans toute la civilisation des Kog'Na, eh bien, il y a de moins en moins de naissances. Et en fait, c'est problématique justement pour la législature, parce que eux, en fait, étant donné qu'ils sont en compétition avec beaucoup de races, là on parle des Nécrons, on a aussi le roi flibustier Bog, une force de pillards. Donc, est-ce que c'est des pillards Eldar Noir, des corsaires ou des forces du chaos, je sais pas, je connais pas. Donc c'est juste, voilà, les étoiles brisées à l'Est galactique sont la base de la flotte de pillards de Bog, le roi flibustier. Bog, ça fait un peu en plus orc, mais pas plus que ça. Donc je sais pas, soit des orques, soit du chaos, soit des corsaires Eldar, mais Bog c'est pas très Eldar, donc on verra. Et puis après, il y a aussi une autre force, c'est les tyrannides au nord, qui grouillent, dit-on, au nord. Alors pourquoi on imagine qu'ils agressent évidemment et qu'ils restent pas non plus sur cette zone-là, mais voilà, ce qui fait qu'ils ont besoin de renouveler vraiment beaucoup leur naissance, et malheureusement, leur Votann autorise de moins en moins cette génération. D'autant plus que ils doivent rester à cet endroit. Alors pourquoi restent-ils à cet endroit ? Il y a plusieurs spéculations. Donc les autres ligues imaginent qu'il y a des rancunes extrêmement tenaces et exorbitantes qui leur coûtent beaucoup plus que la valeur de cette rancune, qui les oblige à rester, ou d'autres pensent qu'ils ont peut-être un secret, à savoir peut-être une ressource extrêmement précieuse qui seraient les seuls à exploiter dans cette zone-là. Et la réalité, on nous le dit, c'est que, ils ont une zone artificielle, une planète artificielle qui a été construite autour d'une carcasse d'un vaisseau qui date de l'ère de migration, c'est-à-dire vraiment l'époque où les Kog'Na sont partis coloniser en fait les étoiles. Et alors le mot Votann désigne plusieurs choses. Il désigne bien sûr toutes les ordinateurs, les intelligences artificielles, mais aussi le créateur des Kog'Na peut-être ou des Votann suivants, c'est-à-dire que Votann, ils ne savent pas, parce qu'à un moment donné dans leur historique, le mot se perd et se transforme, ils ne savent pas si ça détermine une personne, une entité physique peut-être, c'est-à-dire Votann qui aurait créé les ordinateurs pensants qui se feraient appeler après les Votann eux-mêmes, mais ils pensent que peut-être l'IA qui est à l'intérieur de ce vaisseau, serait peut-être Votann lui-même, donc le premier ancêtre primordial, celui qui était le créateur de toutes les forces des Kog'Na. Et le problème, c'est qu'il est endormi. Bah oui, sinon ce serait trop simple. Donc on a ce super ordinateur qui est une ressource, si ce n'est la plus grande ressource que pourrait avoir le peuple des Kog'Na, qui n'est pas partagée. Cette information n'est pas partagée, elle est comme quoi il y a quand même de la compétition. Mais la législature, elle reste vraiment sur cette zone-là et elle veut absolument défendre ce Votann, qui est peut-être le Votann primordial, en essayant de le réveiller. Alors bien sûr, cette ligue, en fait, elle avait bien sûr un Votann avant de découvrir celui qui est endormi. Ce n'est pas bien sûr celui qui est endormi qui s'est éteint, c'est une ressource qu'elles ont trouvée. Et on nous dit que les interprétations du Votann sont l'endormi, comme il appelle son homologue, serait un des premiers ancêtres, voire Votann lui-même. Si l'endormi devait se réveiller, le savoir qu'il possède, vierge et désencombré des millénaires d'expérience des Kog'Na, changerait la face de la galaxie. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui est très important de noter. C'est pour ça que si les Kog'Na se dégradent, c'est que leur mémoire vive est saturée, ou leur mémoire dure est saturée. Et à force d'avoir beaucoup de connaissances qui s'accumulent au fil des millénaires, eh bien voilà, ils fonctionnent beaucoup moins bien. Et lui,
étant donné qu'il est endormi, eh bien, tous les millénaires qui sont passés, on peut imaginer 20 millénaires peut-être, eh bien, voilà. Comme il n'a pas ce parasitage, il serait beaucoup plus efficace. Le problème, c'est que ils ne savent vraiment pas comment le réveiller. Alors même s'ils l'ont su un jour et qu'ils l'ont oublié, eh bien voilà, toutes leurs ressources sont désignées pour sa protection et pour essayer vraiment de le réveiller. Voilà. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup peut-être d'essayer dans un dernier recours de le partager avec l'ensemble de la civilisation Kogna pour qu'un des Grimnir puisse peut-être avoir les clés de son réveil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, du coup, ça c'est quand même assez intéressant et ça peut vraiment donner naissance à beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, une sorte de coalition, même une campagne qui serait justement bordée là-dessus et où on aurait peut-être le réveil de ce Votann. En tout cas, je pense que c'est une grande clé scénaristique de l'univers de Warhammer 40 000 qui est complètement endormi, qui est complètement mis dans un coin, mais qui pourrait vraiment changer les choses. On peut imaginer qu'il pourrait mettre fin au chaos ou au Necron ou au Tyrannide ou à l'Imperium, ou n'importe quoi, mais qui pourrait donner vraiment un gros up de puissance aux ligues de Votann, justement. Donc voilà, ça reste là. Est-ce que ça va le rester longtemps? Peut-être que même dans 20 ans, 50 ans, 200 ans, à la fin de Warhammer 40 000, voilà, ce sera toujours une ligne de fluff avec il existe, il est endormi, mais on n'en sait pas plus. Et enfin, on termine avec le conglomérat d'Ymir. Alors là, c'est la faction la plus technologique. Si on a un consensus qui se forme au sein des Kogna, c'est que c'est là où on va trouver les meilleurs concepteurs de technologie, les technologies de pointe les plus avancées, et là aussi où il y a plus de ressources. Dès qu'un d'une cognation vient demander en fait à intégrer le conglomérat, eh bien, un des prérequis, c'est d'avoir justement construit ou réaliser quelque chose qui est au summum, par exemple le meilleur champ de force qu'on ait jamais vu, le meilleur sustentateur, le meilleur rayon, enfin peu importe, mais il faut vraiment que ça apporte des ressources technologiques et aussi, surtout, des ressources minières, parce que les forges du conglomérat d'Ymir fonctionnent à plein régime, parce que ce sont les troupes qui sont le mieux équipées. On nous dit que là où d'habitude, eh bien, les armures lourdes en fait sont réservées aux troupes d'élite, eh bien là, elles sont très largement répandues au sein des forces d'Ymir et que la plupart des fantassins sont équipés avec le meilleur des équipements disponibles au sein du conglomérat. Voilà. Alors, comme un petit peu toutes les autres forces, comme toutes les autres ligues, eh bien, ils sont poussés de plus en plus loin à l'extérieur du noyau galactique. On sent vraiment que toutes les ligues, elles peuvent plus rester entre elles au centre du noyau. En fait, il y a trop de facteurs extérieurs, typiquement l'arrivée de la cicatrice maledictum, l'arrivée des tyrannides, qui les obligent justement comme ça à sortir pour trouver de nouveaux filons. Ymir, leur problème aussi, c'est les ressources. En fait, on est qui consomment énormément de ressources parce qu'il leur faut des métaux rares forcément pour construire leur technologie. Eh bien, ils vont chercher aussi à acquérir ces minerais de plus en plus, de façon de plus en plus goulue, et forcément, ils vont se répandre de plus en plus loin dans la galaxie. Et voilà, on en reste là pour l'instant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à jeudi 18h pour avoir la suite de cette vidéo, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà la récupérer via Tipeee en me soutenant, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas de liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Le petit like, c'est toujours important sur la fin de la vidéo, ça ne coûte pas grand chose et puis ça fait monter la vidéo dans l'algorithme, donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous en tout cas et à bientôt, salut, bye.